Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous savez certainement qu'en 1988, la Famicom, issue du labo Nintendo Research and Development 2, continuait à faire un tabac. Tandis qu'après la sortie des Game & Watch, le labo Research and Development 1, dirigé par Yokoi Gunpei, ne s'occupait lui, pour l'essentiel, que du développement de jeux. Des jeux pensés pour le Famicom Disk System, une toute nouvelle extension permettant l'utilisation des disquettes. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre console emblématique de Nintendo. En 1987, le concepteur Yokoi Gunpei commença à travailler à l'élaboration d'une console portable, une idée qui ne s'était alors jamais avérée viable commercialement. Ce fut notamment le cas en 1979 de la Microvision de l'américain MB et en 1984 de la Game Pocket Computer du japonais Epoch, qui ne rencontrèrent pas le succès espéré. Malgré ses antécédents, Yokoi et son équipe crurent tout de même au concept d'une console de poche et se mirent donc au travail. Vu de l'extérieur, on pourrait penser qu'il aurait alors suffi de se baser sur le hardware de la Famicom et de l'adapter à un format portable. Mais les choses étaient loin d'être aussi simples. En effet, l'équipe responsable de la Famicom était alors occupée à développer la future Super Famicom. Et pour ne rien arranger, à cette époque, les échanges ne se faisaient guère entre les différents laboratoires de Nintendo. Qui plus est, pour des raisons impératives de coût, la logique principale de cette future console portable devait tenir sur une seule puce. Or, réunir le CPU et le PPU de la Famicom relevait pratiquement de l'impossible. Néanmoins, fidèle à sa philosophie, Yokoi Gunpei décida d'employer des technologies anciennes, mais dont la performance n'était plus approuvée. En 1974, deux microprocesseurs arrivèrent sur le marché, le 6800 de Motorola et le 8080 d'Intel. Ces deux composants furent à l'origine de deux grandes familles de processeurs 8 bits. Ainsi, le 6800 inspira le 6502 de MOS Technology qui anima l'Atari 800, l'Apple II, le Commodore 64, la PC Engine, ainsi que la Famicom. Le 8080 servit, lui, de modèle au Z80 de Zilog, sorti en 1976. Fondé par d'anciens employés d'Intel, Zilog rendit le Z80 compatible avec le 8080 afin que les applications prévues à l'origine pour ce dernier puissent fonctionner sur leurs tout nouveaux composants. Qui plus est, ces instructions furent largement enrichies et de nouvelles fonctionnalités s'y ajoutèrent. Le Z80 intégra, en tant que CPU et en tant que contrôleur, un nombre conséquent de machines, dont une majorité de bornes d'arcade et de micro 8 bits de l'époque. Mais il fut également présent dans la Master System, la Game Gear, la Mega Drive, la Videopack ou encore la ColecoVision. Mais malgré ses hôtes de prestige, le Z80 ne fut pas intégré dans la Game Boy. Car contrairement à l'idée reçue, la petite portable ne possédait pas un Z80, mais plutôt un 8080 enrichi. Souvenez-vous, le Z80 était à la base un 8080 amélioré, doté d'une syntaxe d'écriture en assembleur différente. Pour sa console portable, Nintendo fit appel à son partenaire privilégié, Sharp, qui conçut alors le LR35902. Mélange de Z80 et de 8080, celui-ci possédait quelques instructions du Z80, préconisant sa syntaxe en assembleur, mais ne possédant quasiment aucune autre de ses améliorations. Selon la volonté de Nintendo, Sharp lui intégra toute une partie graphique afin d'économiser une deuxième puce. Intégrant 8 kilo-octets de RAM et 8 kilo-octets de VRAM pour la vidéo, la Game Boy pouvait afficher de manière hardware un plan de scrolling, un plan fixe et 256 sprites de 8 par 8 pixels, avec toutefois une limitation de 10 sprites par ligne pour une capacité totale de 40 sprites à l'écran. Cela étant, ce composant n'était pas le seul à différencier cette future console portable de la Famicom. Une autre limitation empêchant telle quelle l'utilisation du hardware de la Famicom n'était autre que la taille de l'écran. Il était en effet impossible à cette époque d'obtenir un écran de la résolution de cette console pour un prix avantageux, et ce, malgré le partenariat avec Sharp. Le choix d'un écran monochrome permettant une résolution de 160 par 144 fut donc entériné. Néanmoins, celle qui fut baptisée Game Boy n'était pas en rupture totale avec son aîné. Certaines technologies déjà éprouvées s'y retrouvèrent, comme les graphismes à base de tiles, ainsi qu'un système analogue à celui des mappeurs, présent dans les cartouches Famicom. Le MBC. À la différence qu'ici, il n'y avait aucune amélioration graphique ou sonore. Les 4 MBC existants ne servaient qu'à fournir une plus grande quantité de ROM et de RAM. Ce
ce qui rendit certains titres techniquement impressionnants, tels que Donkey Kong Land, portage du célèbre Donkey Kong Country. Par la suite, des jeux comme Cannon Fodder employèrent le MBC5 pour pouvoir notamment faire tenir une vidéo d'introduction. Une autre similitude entre les deux consoles se situait au niveau de la partie sonore incluse dans le CPU. La Famicom possédait ainsi deux générateurs d'ondes carrées, un générateur d'ondes triangulaires, un générateur de bruit et un canal DPCM. La Game Boy détenait elle aussi ces deux générateurs d'ondes carrées, le générateur de bruit, ainsi qu'une voix pour gérer les samples 4 bits, rappelant le DPCM de sa grande sœur. Une voix qui délaissait cependant les ondes triangulaires, si caractéristiques du son de la Famicom. Par la suite, le hardware de la portable de Nintendo évolua au fil des versions. Des évolutions qui pouvaient être nettement visibles grâce à l'amélioration de l'écran. Celui-ci fut d'ailleurs remplacé sur la Game Boy Pocket, offrant une image bien plus nette. Une version bien plus rare, du nom de Game Boy Light, est sortie exclusivement au Japon, bénéficiait, elle, d'un rétroéclairage. Néanmoins, la mise à jour la plus importante arriva avec la Game Boy Color. La vitesse du processeur central pouvait être ainsi doublée, la faisant passer de 4 à 8 MHz. La RAM fut elle aussi doublée, un plan de scrolling rajouté, mais la plus grande amélioration ne fut autre que l'apparition de la couleur, soit 56 couleurs affichables sur une palette de 32 768. Certains titres furent particulièrement impressionnants sur cette portable, comme Alone in the Dark, The New Nightmare, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Donkey Kong Country, Shantae ou Resident Evil, dont malheureusement seule une version bêta existe. Yokoi Gunpei et son équipe surent tirer leur épingle du jeu pour créer la première console portable de Nintendo. Se distinguant de la Famicom, la Game Boy connut un succès considérable et reste encore aujourd'hui la deuxième portable la plus vendue d'histoire. Pour l'anecdote, Nintendo conçut un portage de Super Mario Bros sur Game Boy Color, laissant ainsi croire que les entrailles de la console étaient les mêmes que celles de la Famicom. Ce phénomène se reproduisit avec la Game Boy Advance, qualifiée de Super Nintendo portable alors que son hardware était totalement différent. Mais ça, c'est une autre histoire.